Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui pour vous parler financement, hypothèque avec Élodie Blais de Desjardins. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, vous autres? Ben oui, merci. Merci d'être présente. On est contente de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation, c'est très, très apprécié. Cool! Good! On va y aller peut-être avec une petite présentation pour commencer, nous parler de toi, depuis quand tu fais ça, puis... Pourquoi représentante hypothécaire? Ouais, la question. Tout d'abord, moi, je suis chez Desjardins depuis environ 4 ans. Quand j'ai terminé mes études, il y a à peu près 5 ans, là, j'ai fait les stages à la caisse ici à Magog, juste à côté d'ailleurs. C'est ça. Avec l'université, j'ai fait les stages. Ensuite de ça, j'ai été conseillère en finances personnelles, qu'on appelle, avec un portefeuille attitré. Tu t'occupes des clients, autant au niveau de l'épargne que du financement hypothécaire. Puis j'ai vite compris que c'était le financement qui m'allumait. J'étais beaucoup moins investissement que financement hypothécaire. Donc, j'ai été sur ma chaise quelques temps. Puis en période de pandémie, je vous dirais, j'ai comme eu une prise de conscience. Okay. Il me manquait quelque chose. J'étais pas tout à fait à l'aise dans ma chaise que j'avais à ce moment-là. Donc, j'ai parlé avec une collègue représentante chez Desjardins aussi. Puis, je voulais un peu connaître son travail à elle, son quotidien. C'est ça, son quotidien, qu'est-ce que ça l'impliquait, parce qu'on ne se cachera pas que le rôle est quand même différent, là. Représentante hypothécaire, tu es travailleur autonome, un peu comme vous. Tu fais ton horaire, tu gères tes clients, puis tout ça. Fait que c'est ça. J'ai jasé avec elle, puis j'ai dit, moi, c'est là que je m'en vais. J'adore faire partie des projets des gens là, au niveau du financement hypothécaire. On ne se cachera pas, c'est la plus grande achat d'une vie, là, l'achat d'une maison. Oui. Ça me fait triper autant avec les premiers acheteurs que les plus expérimentés. C'est ça que j'aime. J'ai vite vu que c'est ce que j'aimais, là, le financement hypothécaire. Au niveau des études, ça prend combien de temps avant de devenir représentant hypothécaire? C'est quelle étude? C'est-tu un AEC comme nous? En fait, il n'y a pas de cours en soi pour être représentante hypothécaire. Moi, j'ai fait mon bac en finance. Au départ, j'étais pour être comptable. Finalement, c'était pas assez... C'était trop statique pour moi. Je voulais que ça bouge plus de rapport avec le client puis tout ça. Fait que je me suis dirigée vers la finance. Et même à l'école, je le voyais, là, que, bon, c'était comme le volet épargne puis le volet financement. Ça m'apporte... Oui, c'est ça. Les études, ça apporte une certaine base de connaissances, mais ça prend pas un cours en soi pour... je te dirais que c'est plus la formation la formation sur place, l'expérience aussi, parce que, un peu comme dans tout, là, chaque dossier est différent. Fait que, c'est sur le marché du travail qu'on fait notre expérience au final. On peut se forger en tant que représentant hypothécaire plutôt qu'un autre poste dans l'institution. Exactement. Cool. C'est quoi le rôle d'un représentant hypothécaire? Ça sert à quoi? En fait, c'est un accompagnement de A à Z au niveau du volet hypothécaire. Donc, que ça soit la préautorisation en achat, évidemment, on traite les dossiers de financement en achat, refinancement hypothécaire, quand on dit réhypothéquer, le fameux refinancement, autoconstruction. Donc, on accompagne les clients dans tout le volet de financement. Puis, évidemment, on est capable d'aller chercher des stratégies au niveau de la mise de fonds, puis donc, c'est ça. C'est très, très vaste, là, mais c'est tout ce qui touche le volet hypothécaire. On est là de la préhote jusqu'au rendez-vous au notaire. OK. Parfait. Ouais. Puis, si on parle de préqualification, préautorisation, en fait, c'est quoi les étapes un peu pour se rendre là? Puis, c'est quoi les documents que les gens doivent fournir? À quoi ça sert aussi, peut-être? Oui, ça, c'est une bonne question parce que souvent, les gens vont dire... Mais vous en demandez quand même des choses, hein? Oui, mais il y a une bonne raison en arrière de ça. Les étapes au niveau de la préautorisation, c'est ça. On va aller valider la capacité d'emprunt de la personne. Puis, on va aller mettre à jour dans leur dossier tous leurs revenus, leurs engagements financiers, évidemment. Ils ont aussi des dettes d'auto, des dettes d'études, des cartes de crédit. Puis, on va demander la documentation qui vient justifier tout ça.
OK. En préautorisation, je dirais que c'est moins... pas que c'est moins important. C'est moins primordial d'avoir la documentation en main puis de corroborer les chiffres, mais on veut des données précises. T'sais. Si on parle d'un travailleur autonome, par exemple, qui me dit qu'il fait 60 000 par année, finalement, sur le rapport d'impôt, on est plus à 30 000. Oh. Il y a une différence là, au niveau de sa capacité. Fait que tout ça, tous les chiffres qu'on va mettre dans le dossier, ben, on doit les corroborer par des documents, talons de paye, avis de cotisation, ça, c'est un document bien important. Puis des fois, le monde dit, ben là, je sais pas où j'ai mis ça, tu sais. On les égare un petit peu. Oui, c'est ça. Ben quand on ne sait pas à quoi ça sert, je comprends, moi aussi, avant... Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de l'avoir fournir? Le document? Ben, c'est ça. Ça vient corroborer tous les chiffres. Sur l'avis de cotisation, on va voir le revenu d'emploi. On va aussi voir le revenu net si c'est un travailleur autonome, par exemple. Parce que les revenus nets, c'est ce qu'on utilise dans le dossier. Ça change la donne, là. Ça change beaucoup. Tu sais, un revenu brut par rapport à un revenu net. Ouais. Bien différent en tant que travailleur autonome. Fait que l'avis de cotisation va aller confirmer ça. Il va aussi avoir le solde d'impôt à payer sur l'avis de cotisation. Travailleur autonome, encore une fois, par exemple, ben là, ça peut faire une différence. Pour s'assurer qu'il n'y a pas une dette vis-à-vis de l'impôt. Exact, oui. Ouais. Travailleur autonome qui a, par exemple, un 10 000 d'impôt à payer, moi, il faut que je le considère quelque part. À moins qu'il y ait les sous de côté, tu sais. Si c'est déjà payé, c'est pas grave. C'est ça. OK. Talon de paye, avis de cotisation, qu'est-ce que j'ai envie de dire à part de ça? Bien, évidemment, la preuve de mise de fonds. Ça aussi, c'est bien important de le démontrer. Ah, ben oui, j'ai 10 000. Vende-moi là. On peut prouver ça peut-être avec juste un... Relevé de compte. OK, un relevé de compte, oui. Oui, relevé de compte. Il y a tout un aspect de détention puis au niveau de la mise de fonds. Il faut qu'on démontre la détention, la provenance. Puis la détention, mettons, pour les gens à la maison, là, ça veut dire quoi? La détention. On doit montrer que le membre détient cette somme-là, de où elle vient. Donc, la détention est de où elle vient. Puis la détention, c'est qu'il l'a véritablement là, dans ses comptes. C'est juste dans le fond prouver. Oui, c'est ça, de prouver qu'il a l'argent, qu'elle est disponible aussi. Puis si c'est récent, on va demander de où ça vient, tu sais. Parce qu'est-ce qu'il y a un délai minimum pour ça? 90 jours. Ouais. Je me demandais si je m'en allais là ou pas au niveau des détails, mais oui. Ouais. Je me disais que ça fitait bien dans où est-ce qu'on était rendu, là. On a un 90 jours de détention, justement. Fait qu'il faut démontrer que le client détient cette mise de fonds-là depuis au moins 3 mois. OK. Si jamais il y a eu un don, par exemple, une mise de fonds non traditionnelle, ça peut être un don d'un parent, d'un proche parent, grand-parent, frère, c'est la limite, mais ça pourrait. OK. Dans ces cas-là, on doit quand même démontrer que la personne qui a donné détenait aussi la mise de fonds. Fait que, ça, c'est pour éviter la blanchiment d'argent. OK. Oui, exact. Oui. Ouais. Fait que faut aller qu'en fait, si la personne ne détient pas l'argent depuis plus de 90 jours, vous la considérez pas? Ça peut être vous allez faire plus de recherches? En fait, ça dépend. Okay. Ça dépend de où elle vient, cet argent-là. Est-ce qu'il a vendu un auto? Parfait, on va être capable de le démontrer. OK. Est-ce que c'est un don? Parfait, ça, on va le démontrer aussi. Mais s'il me dit, j'ai travaillé en dessous de la table, mettons, ça fait pas 90 jours, ça! C'est ça. Là, il faut que je pose plus de questions, puis évidemment, on n'encourage pas ça. Hein, fait que, on ne pourrait pas la considérer à ce moment-là, la mise de fonds. Là, ça serait de trouver d'autres stratégies. Est-ce qu'il y a un proche parent qui peut te donner ces sous-là? Toi, si tu y remets après, c'est selon votre entente, mais on va essayer de trouver d'autres Au niveau de la préqualification, j'y reviens un petit peu. C'est quoi les critères pour se faire préapprouver? Tu sais, je sais que récemment, j'ai un couple d'amis qui s'est fait préapprouver, puis c'était un petit peu compliqué parce que, ça faisait moins de 3 mois qu'elle était à son emploi, puis je sais que mon amie, elle avait pas un poste permanent dans le fond, fait qu'elle était comme un peu sur un siège éjectable. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des critères précis pour se faire préapprouver? Oui, je dirais oui, mais encore une fois, puis c'est toujours plate comme réponse, mais c'est tellement du cas par cas. Mais, mettons, pour faire ça plus général, c'est vrai que si tu as un emploi de moins de 3 mois, puis si en plus tu as une période de probation,
là, c'est difficile. Si c'est un emploi qui est récent, mais tu as un poste en plein, on peut avoir une lettre de ton employeur qui confirme que tu as tel salaire puis que ton statut, on peut le considérer. Si tu as été dans le même domaine avant que ton nouvel emploi, ça aussi, c'est très atténuant comme oui, bien, j'imagine que ça a dû l'aider parce qu'en fait, il est électricien puis il a été pour des années auparavant, puis il a juste changé de compagnie. C'est ça. OK, fait que dans ce cas-ci, vous allez le prendre en considération. Exactement. Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, ça serait pris en considération. Je reviens sur le cas d'un travailleur autonome. Un travailleur autonome, si on n'a pas un historique de 2 ans, c'est difficile de considérer ses revenus parce qu'on, c'est très variable, travailleur autonome, chaque année. Tout ça. Oui, c'est ça. Ça serait un critère en tant que travailleur autonome là, d'avoir un 2 ans de déclaration de revenus faits avec le fameux rapport d'impôt et les avis de cotisation. Sinon, au niveau de l'emploi, d'avoir une certaine stabilité en tant que dans un même domaine, idéalement. Encore une fois, il y a toujours des exceptions selon les ratios d'endettement. Si tu vas emprunter 300 000, que tes ratios sont vraiment au top, alors que si tu voudrais emprunter 200 puis il y a du lousse, ben là, le risque est différent. On est capable d'être un petit peu plus flexible, peut-être. Oui, exactement. Ouais. Parfait. En préautorisation, on va se laisser aussi une certaine marge de manœuvre dans le sens où, par exemple, dans le cas de ton ami, ça fait 3 mois qu'il est à l'emploi, mettons qu'il y a une période de probation, mais là, on est en recherche. Tu sais, le temps va avancer. Peut-être qu'on ne fera pas une offre d'achat demain. On est capable peut-être de s'avancer un peu plus qu'en offre d'achat où là, on fait la demande officielle de financement, ça passe ou ça casse, tu sais. OK. Puis une fois qu'on est préqualifié, je pense qu'il y a des détails peut-être importants entre le moment où est-ce qu'on a notre préqualification puis le moment où est-ce qu'on fait une offre d'achat. Ouais. Peut-être par rapport justement à combien il ne faudrait pas changer notre travail. Parce que dans le fond, c'est une préqualification, ça c'est pas une garantie assurée. C'est ça. La préqualification, c'est une photo. Aujourd'hui, on se parle, selon les chiffres, les documents que tu m'as donnés, voici ta capacité d'emprunt. Est-ce que ça a une durée de vie, une préqualification? 6 mois. 6 mois? Oui, 6 mois, la durée de vie d'une préautorisation. On peut facilement remettre à jour ce fameux document-là. Mais vous, les courtiers, pourrez dire à un client qui veut visiter, ben là, ta préautorisation à date de 7 mois, retourne voir ton institution pour qu'on la remette à jour. Ouais. Ben, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé avec un client là, que ça n'a pas passé finalement. Puis sa préqualification était juste. Elle n'était pas trop vieille, mais tu sais, c'était sa limite pas mal. Puis on s'est fait avoir. Fait on est mieux d'être prudent avec ça. Oui, absolument. Il y a aussi des questions qui peuvent être posées, genre est-ce que tu as des nouvelles engagements depuis ta préautorisation? As-tu changé d'emploi? Puis entre le notaire puis entre la préqualification puis le notaire, est-ce qu'il y a d'autres vérifications qui vont être effectuées? Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il change là, dans les faits? Oui, bien, l'emploi. OK. Idéalement, qu'il ait le même emploi, ou du moins, s'il a changé, bien, que ça soit un poste qui est permanent, idéalement dans le même domaine aussi, pour pas... Si on avait un électricien puis qui finalement il s'en va coiffeur, il va-tu aimer ça? On sait pas. Peut-être que non. C'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le même domaine, construction, ça, c'est assez large, mais c'est ça, qui reste dans le même domaine. La mise de fonds, on va aller revalider que la mise de fonds est toujours accessible, évidemment. As-tu dépensé sa mise de fonds? Entre-temps? Ça a dû arriver, ça? Non, pas personnellement. Non? OK. Non. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, parce que... Oui, ça pourrait, parce que... c'est sûr que ça pourrait. Il y en a qui pourraient partir en peur. Ah oui, c'est ça. Ça marche, parfait. Ben, on passe à Roomba. Ou les soldes de carte de crédit. C'est ça, probablement le pire. Ils gardent leur argent, mais ils s'endettent ailleurs. C'est ça, oui. Ou finalement, il y a une nouvelle voiture à paiement. Là, ça marche plus, là. Non, c'est plate. Fait qu'en fait, durant le temps entre la préqualification puis le notaire, t'es mieux de ne pas dépenser puis de... Oui, c'est ça. Reste sage. Oui, exactement. Statu quo, là, jusqu'à temps que tu chez le notaire. Après, ben là, évidemment... c'est à vos risques. Tu veux. Oui, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, toujours en ayant conscience que maintenant, j'ai un bien immobilier qui m'appartient. Il faut que je respecte mes engagements, évidemment. Là. Mais, si on parle de chiffres un peu au niveau des préqualifications, quelqu'un qui a été préqualifié, exemple, en 2022, qui se refait préqualifier aujourd'hui, il va avoir une différence au niveau du montant
de préapprobation, sûrement à cause des taux d'intérêt, etc. Oui, ouais, on en a vu, là, justement, des gens qu'on rencontrait, exemple, en début 2022, avec des taux encore très bas. La préautorisation, elle est échue, on se rappelle. Là, on remet ça à jour. Des fois, on a des grosses baisses. Pas le fun. Oui, c'est ça, avec l'augmentation des taux. Il y a des cas où les taux ont doublé depuis leur préautorisation. C'est sûr que la capacité d'emprunt n'est pas pareille, est beaucoup moindre. Mais oui. Là, c'est soit d'avoir un co-emprunteur, les gens n'aiment pas ça, ils veulent voler de leurs propres ailes, puis être toutes seules, autonomes dans leur projet. Sinon, c'est de donner plus de mise de fonds. Encore là, c'est pas toujours possible. C'est des bonnes sommes, là. Fait que oui, on a eu certaines surprises en cours de route. Puis, si on a besoin de se faire préqualifier, dans le fond, on a l'option d'aller vers un représentant hypothécaire, mais on entend souvent aussi courtier hypothécaire. Fait que ce serait quoi la différence? Ouais. Bien, le courtier, lui, peut avoir toutes les institutions confondues. Là, donc, tu rencontres ton courtier, puis là, il va te présenter certaines offres des banques. Je ne m'avancerai pas trop parce que je ne connais pas trop leur métier, mais il fait affaire avec plusieurs institutions. Desjardins, Banque nationale, TD, etc. Donc, c'est ça. Souvent, ceux qui cherchent le meilleur taux possible vont peut-être plus être tentés de faire affaire avec le courtier hypothécaire parce que voici... Magazine chez tout le monde, lui. Oui, c'est ça. Magazine chez tout le monde. S'il y en a un qui refuse, l'autre va peut-être accepter avec des hausses de taux ou whatever. Fait que c'est moins personnalisé, si je peux dire ça comme ça. Alors qu'un représentant hypothécaire chez Desjardins, c'est chez Desjardins, peu importe quelle caisse, ça peut être Montréal, Sherbrooke, Magog, mais c'est exclusivement chez Desjardins. La différence, l'avantage, c'est que les caisses, souvent, c'est des institutions familiales, de partenaires, de village. Les gens se connaissent. Moi, je présente un dossier à la caisse qui est un peu tricky. Je suis capable d'aller jaser avec le directeur. Il va dire « Ah ben oui, je le connais, lui. C'est le cousin de l'autre. » Fait que, on est capable d'aller... puis on connaît les antécédents aussi. Ah ben son père, il y a une compagnie. C'est rassurant. C'est rassurant. Ouais. Mais moi, c'est Desjardins, alors que le courtier hypothécaire, ça va être plus à cloche. Puis j'imagine qu'en tant que représentante hypothécaire chez Desjardins, tu as peut-être accès à certains avantages que les courtiers n'ont pas accès. Absolument. Notamment accès au directeur, je dirais, en caisse, où l'on est capable d'aller un peu fighter nos dossiers. Puis on connaît plus nos produits aussi parce que on ne fait pas affaire avec plusieurs institutions. Donc c'est spécialisé. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a Desjardins... des fois, dans des dossiers qu'on a, exemple, la location court terme, on le sait que beaucoup d'institutions financières, c'est difficile de se faire approuver avec Desjardins. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est... Ça produit, peut-être, Oui, ça dépend quelle utilité on va donner à cet achat-là. Par exemple, vous avez un client qui achète une maison à Magog, la location court terme est possible. Est-ce que lui achète cette maison-là pour exclusivement en faire la location court terme? Est-ce qu'il se qualifie seulement qu'en considérant des revenus de location? Si oui, là, c'est difficile parce que c'est vrai qu'on ne les considère pas. Par contre, s'il se qualifie pour l'acheter, exemple, comme une résidence secondaire pour lui, là, il n'y a pas de problème. Exactement. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Super. Nous, on va traiter le dossier comme une résidence secondaire, par exemple. On ne tient pas compte des revenus de location. Il se qualifie selon ses revenus à lui, selon ses engagements actuels, puis tout ça, évidemment. Là. Mais ça nécessite probablement une mise de fonds un peu plus élevée, par contre. Selon, oui. OK, parfait. Au niveau des mises de fonds, justement, est-ce qu'il y a un minimum conseillé, peut-être? C'est sûr, dépendamment le prix qu'on... Oui, c'est ça. Ouais. Théoriquement, la mise de fonds minimale, c'est 5 soit avec un assureur hypothécaire à CHL ou SCHL, pardon, ou la Sagan maintenant. 5 de mise de fonds, en payant une prime, évidemment, qu'on ajoute sur le prêt hypothécaire, là, la fameuse prime de l'assureur. Sinon, jusqu'à 20 on est toujours assuré. Sinon, c'est 20 si on veut éviter d'autres frais autres. Ça, c'est des mises de fonds
encore une fois, plus traditionnelle, mais on pourrait dire, moi, j'ai pas de mise de fonds, je vais aller chercher une collatérale. Collatérale, ça ouais, ça me parle, là. Ouais, là, ça te parle. La collatérale, ben c'est exclusif chez Desjardins. Je pourrais reprendre mes mots. C'est peut-être pas juste Desjardins qui le font, peut-être d'autres institutions, prêteurs privés ou là, je veux pas... en tout cas, pour ma part, c'est là mes clients ont fait affaire. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'institutions qui étaient partants pour embarquer là-dedans. C'est ça, oui. Fait que ça fait partie de nos avantages, la fameuse collatérale. Fait que tu sors pas d'argent. C'est une garantie qu'on vient chercher sur un autre bien immobilier dont tu es propriétaire. Pardon. Et puis, c'est ça. Mais ça ne réduit pas ton engagement financier. Donc, si tu achètes 300 000, ta mise de fonds, on va considérer une collatérale. Ton prêt va être de 300 000. Fait qu'il faut que tu te qualifies pour l'engagement total. OK. C'est bon à savoir, ça? Oui. Fait que tu dois être qualifié pour le prix d'achat. Par contre, tu n'as pas besoin de sortir des sous. Puis, est-ce que ça va diminuer? Exemple, comment je pourrais dire, tu es qualifié pour 300 000, tu empruntes 300 000, puis là, ben la mise de fonds, il n'y en a pas, mais par exemple, tu as comme un qui est rattaché avec ton autre immeuble. Oui, exactement. Si jamais il y a tu peux pas payer, finalement, peu importe, ben là, les deux immeubles, ils partent. Sont liés. C'est ça, sont liés. Ça, c'est comme notre garantie. Ouais. C'est notre lien. Si jamais il arrive quelque chose, ben, on est capable d'aller rechercher ces biens-là. Faut qu'il y ait de l'équité aussi sur le bien. Exactement, c'est ça. Okay. Ouais, faut qu'il y ait de la disponibilité. Ouais. Si la propriété est financée au maximum, parce qu'on peut toujours financer selon la valeur de l'immeuble, là. Si tu es financé au maximum, on ne pourra pas aller chercher de collatéral parce qu'il n'y a pas d'équité, justement. Toujours le fameux 80 % là. OK. On peut financer jusqu'à 80 % d'une valeur. Puis, exemple que j'ai payé 60 % de ma résidence, il me reste 40 % à payer sur ce prêt-là. Je pourrais utiliser une collatérale pour l'autre 40 % qui me reste. Pour le 20 20 % Oui, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Parce c'est ça, on peut financer un maximum de 80 % Oui, c'est ça. Si on a un prêt de 60 % ben, il nous reste un 20 % que là, j'ai changé les chiffres, là. Et celui-là, le 20 % on peut aller le chercher en collatéral pour une mise de fonds pour autre chose. OK. Ouais. C'est bon. Les mises de fonds pour les plex, est-ce que c'est différent? Oui. Ouais. Selon le nombre de portes, là, ça va être différent. Selon s'il est assuré ou pas aussi. OK. Occupant, tu as la possibilité de donner un 5 % de mise de fonds. Une porte, 2 portes. OK. 3 portes, 4 portes, c'est 10 %. OK. Après ça, selon la valeur aussi. Si la valeur de l'immeuble est en bas de 500 000, ça va être 10 %. Sinon, il va falloir que tu ajustes avec la différence. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est ça. Selon le nombre de portes, selon la valeur, selon si tu es propriétaire occupant ou pas. S'il n'est pas assuré, s'il est assuré, ton immeuble. OK. Oui, fait que vraiment, c'est du cas par cas, mais oui, c'est différent selon le nombre de portes. OK. Fait que c'est différent qu'une propriété, puis c'est différent d'un immeuble à l'autre aussi. Ouais, encore un peu du cas par cas. Oui, exactement. Il y a tellement de différences, fait que c'est important d'avoir un représentant hypothécaire pour pouvoir démystifier tout ça, parce que c'est... Vraiment. Puis aussi, si ton projet change en cours de route, tu te fais préautoriser pour une maison unifamiliale détachée. OK. Parfait, on y va avec ça. Ouais. Mais si finalement, toi, tu te dis, il y a un duplex qui m'intéresse, mais là, ta capacité, elle peut changer à la hausse. Parce que tu as des revenus de location qu'on n'avait pas considérés dans ta maison. Fait que ça aussi, la remettre à jour selon ton projet, puis tout ça. Ouais. Puis l'avantage avec un représentant hypothécaire, je fais un petit parallèle avec ce qu'on a dit tantôt, c'est probablement la disponibilité aussi. Parce que justement, si on veut être à jour, souvent, il faut que ça soit facile de communiquer avec toi, là, par exemple. Absolument. Okay. Ouais. La différence avec en caisse, par exemple, quand j'étais en caisse, c'est que tu as beaucoup d'autres choses à gérer. Alors que le représentant, aussi est travailleur autonome. Fait que ça fait aussi une différence au niveau de son volume qu'il est capable de prendre, puis tout ça, de ses disponibilités. L'implication, vraiment. Okay. Souvent, quand tu appelles dans une institution financière, tu vas tomber sur une boîte vocale. Les gens ne sont pas disponibles maintenant pour prendre le téléphone, alors que le représentant,
on dort avec notre téléphone. Oui. On est là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. On vit un peu la même... réalité. Même réalité, même quotidien. Fait qu'on est là. C'est lâcher un coup de fil. Ah, finalement, ou texto. Finalement, j'ai vu un duplex, tel prix, blabla. Parfait, je te mets ça à jour. Oui, puis c'est important, tu sais, on fait pas ça rendu, on veut faire une promesse d'achat. Idéalement, il faut être préparé. C'est ça. Okay. La première étape, puis je le dirai jamais assez, la préautorisation. C'est tellement important, autant pour vous que pour les vendeurs, que pour eux, les acheteurs, parce que... Ça leur crée des attentes, je crois. Tellement. Puis tant longtemps que tu n'as pas ta préautorisation, mais tu peux pas te faire une idée de, bon, OK, je peux me permettre ce budget-là. Fait que ça permet un peu de justement rester dans... Je vais pas dire dans l'enclos, là, mais de rester aligné. Pour faire les recherches adaptées en fonction de ton budget, dans le fond, c'est que c'est plate si tu recherches en dessous, pensant que tu n'as pas assez. C'est plutôt rare que ça l'arrive, mais il y a quand même des surprises là, parfois, là, surtout travailleurs autonomes, tout ça. Des fois, ils disent « Ah, j'aurais pas accès à beaucoup d'argent probablement. » Puis des fois, finalement, ça passe. Ça, puis c'est pas le fun aussi de rechercher plus haut puis de voir descendre nos critères par la suite. Non, on était déçus. C'est ça. Et aussi de voir le paiement. Le paiement qui vient avec ça. Oui. Parce que moi, c'est ce que je fais le tour avec le client, évidemment. Là. OK, c'est bien beau de dire tu te qualifies pour un 400 000 de coût d'achat selon ta mise de fonds puis tout ça. Mais voici le paiement. Toi, tu es prêt à payer combien? Qu'est-ce que tu payes présentement comme logement? Si, mettons, il est en appartement, je paye 1 200. Ben, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es capable de mettre des sous de côté en plus de ton logement présentement? Si oui, voici. Sinon, ben, on va s'adapter selon ton budget aussi. Oui, parce que veux pas, même dans la préqualification, on se base sur les revenus puis les dépenses reliées à ton emploi, mais on voit pas tous les restaurants que tu fais à chaque semaine, puis on voit pas... C'est quoi ton but de vie, ton train quotidien? Parce que ça vient jouer là, pour être capable de rembourser à la fin du mois. Oui, c'est ça. Ouais. Puis on veut pas nécessairement se priver parce qu'on achète une propriété. Non, il y en a que oui, il y en a d'autres. C'est ça. OK. Un service adapté, dans le fond. Oui, vraiment. Est-ce que tu peux te faire préqualifier pour... Exemple, là, on a un client qui ne sait pas du tout ce qu'il veut. Et autant il pourrait être intéressé par un duplex que par une maison unifamiliale. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 préqualifications? Oui. Mais il faut toujours garder une bémol, faire attention à... Souvent, les gens sont très bien intentionnés, puis c'est ça, c'est qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Je m'achète-tu une unifamiliale détachée ou j'y vais vers un duplex? On peut le faire. On peut le faire. Idéalement, c'est de remettre un seul document, là. Parce que de se promener avec les deux, ça dépend, tu sais. Puis les gens sont bien intentionnés. Ils vont probablement pas acheter 2. De toute façon, rendu à la demande officielle de financement. Ça va être un ou l'autre. Ça va être un ou l'autre, c'est ça. Fait que lui, il perd son temps puis il fait perdre le temps à tout le monde s'il joue un peu avec ça. Mais oui, c'est possible. Puis au pire, on fait différents scénarios. Voici un scénario maison unifamiliale. Dans le fond, dans le document, il va y avoir, dans le cas d'un achat d'une maison unifamiliale, voici le montant préautorisé. Dans le cas d'un duplex, voici... on aurait comme 2 documents à ce moment-là. C'est ça. C'est pour ça que c'est un peu touché dans le sens où, si je vous remets les 2, ben vous partez avec les 2 comme si vous étiez préautorisé pour les 2. Mais c'est pas le cas. C'est pas un le cas, c'est un ou l'autre. C'est ça, exactement. OK. Bien sûr. Fait que, en fait, ça va être de peut-être regarder avec toi les différentes stratégies, justement, les différents plans. Puis là, la personne, elle prendra une décision, vers lequel je veux me diriger, puis là, on va faire la lettre en fonction. Oui. Puis souvent aussi, je prends un exemple, vous faites affaire avec un client, le client me dit, Kéliane Marca me demande une préautorisation. Ah oui, donne-moi ses coordonnées, moi, je les prends en note. Dans les cas comme ça où le client ne sait pas trop ce qu'il veut, on remet 2 préautorisations, moi, je suis capable de vous appeler. On a fait tel scénario, sache que ça, c'est bon pour dans tel cas, puis ça, c'est bon pour l'autre. OK, oui. La proximité entre les courtiers immobiliers et les représentants hypothécaires, je pense que ça facilite beaucoup les dossiers d'achat. D'avoir une belle communication aussi, c'est important. Oui, c'est la différence aussi avec un représentant hypothécaire, c'est que tous les intermédiaires, on est liés, là. Autant que je peux parler avec l'inspecteur, avec l'évaluateur, évidemment, si on a besoin d'une évaluation dans un dossier, avec vous. Souvent, avec vous, on va avoir
à partager oui. certaines informations ou je on a pense, besoin de documents ou... c'est nous qui va partager l'offre d'achat, puis ensuite, vous allez nous partager C'est le financement. À un moment Ouais. donné, c'est un travail Ouais. d'équipe, là. Oui. Oui, Bon. exactement. Super, ça. Tantôt, on parlait d'étapes Mm-hmm. de la préautorisation, qui est comme l'étape numéro 1, qui est primordiale, à mon Mm-hmm. avis. Là. Si on passe à côté, c'est correct. Mais après ça, rendu en promesse d'achat, on sait qu'on a des délais à respecter puis tout Oui. ça. Mais si on a fait notre préautorisation à la base, il y a plusieurs étapes qui sont déjà, Cochées. faites. Oui, c'est ça. Il y a Mm-hmm. plusieurs choses qui sont déjà cochées, notamment les fameux documents. Moi, j'ai déjà beaucoup de documents en main parce que je vous ai préautorisé puis je vous l'ai demandé. Donc là, après, en promesse d'achat, là, on est prêt. Il faut envoyer le dossier pour la demande de financement Ouais. officiel. Puis là, on a des délais. On a 10, 15 jours. Faut que ça roule. faut que Tu sais, ça s'il roule. ouais, faut que ça roule. S'il manque des documents, puis là, ça prend 5 jours avant de les avoir. Oui, il nous reste encore juste 10 jours, puis les jours, les fins de semaine sont comptés Ben oui. aussi, tu sais, Ouais. c'est pas des jours ouvrables. Fait que ça aussi, ça fait une différence. On a besoin d'une inspection, si on a besoin d'une évaluation. C'est tous des délais Ouais. qui s'ajoutent. Fait que si on a commencé par la préautorisation, ça va beaucoup plus vite. Ben, c'est comme séparer la tâche, si je pourrais dire, Ouais. parce qu'en fait, il y a déjà une bonne partie qui a déjà été faite. Puis aussi, quand on rédige une offre d'achat puis qu'on s'engage, on a déjà beaucoup de choses à signer, beaucoup de choses à Oui. transmettre déjà au courtier immobilier. Ouais. Donc, ensuite, si en plus, là, on arrive à la banque, il faut donner des Ah, oui, papiers, c'est long, puis souvent, Ouais. on va passer à côté à cause de ça. Oui. Puis, Il y a un pas stress souhait- aussi qui s'ajoute Ben oui. à ça. Là. La préautorisation, elle est faite. On sait que l'institution a nos documents. On Ouais. peut souffler un peu puis se concentrer sur C'est d'autres vrai. choses. En plus, tu sais, il y en a présentement qui ils vendent, ils rachètent autre chose. Et là, ça fait beaucoup d'étapes. C'est du stress. ouais. Définitivement, Ouais. Bon, mais crime, super. Ça fait le tour pour la préqualification. Ouais. La partie 2 du podcast avec Élodie Blais sera disponible la semaine prochaine. Donc, prendre note car dans le prochain podcast, nous allons discuter d'une mise au niveau du marché. On va parler des taux d'intérêt, également de rapper. C'est quoi rapper? Donc, si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous vendredi prochain. Merci beaucoup!